Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mike. Bonjour, salut. Pour une petite, on va dire, micro-série. Je pense que je vais répéter ça un petit peu sur la chaîne parce que ça m'intéresse énormément et je pense que vous aussi. En fait, on va faire un petit peu plus d'interviews. Là, je suis en direct de Bali, Mike habite ici. On s'est contacté un petit peu, bon, on se parle quand même depuis pas mal de temps et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une petite interview l'un dans l'autre. Je te mets sa chaîne juste en dessous si tu veux aller voir la mienne sur sa chaîne. Alors, on va commencer par la question classique, je pense. Essaye de te présenter en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui, voilà. Alors je m'appelle Mike, je suis Mike Coder, hein. Tu peux me retrouver sur YouTube sous le nom Mike Coder. En fait, j'aide des personnes à apprendre à programmer, à devenir freelance et s'ils veulent par la suite devenir digital nomade. Donc je fais ça via des formations, via mes groupes Discord, Facebook, etc. Ok, et tu fais ça depuis quand? Ça doit faire à peu près un an et demi, je crois. En décembre, j'ai lancé, en décembre 2017, que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et ça fait peut-être, allez, on va dire 6 mois que je suis vraiment à fond dessus, quoi. Ok. Et le code, aujourd'hui, toi, tu fais ça en tant que freelance, c'est ça? Ouais, je fais ça en tant que freelance. Et comment est-ce que t'es venu l'envie de coder, on va dire? Tes débuts, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, j'aimais pas coder. Ouais. Donc déjà, ça commence bien. Moi, là-bas, je voulais faire du réseau. Donc j'avais fait un DUT réseau, informatique, tout ça. Et puis, j'ai fait un stage et j'ai été un peu forcé on va dire le stage, on m'envoyait faire des trucs pas très sympas. Par exemple, voilà, fallait aller ramasser des machines, les numéroter, fallait aller dans la cave, des trucs vraiment pas cool. Et du coup, je me suis dit, pour mon stage de DUT, ça va pas le faire, tu vois. Ouais. Donc, ça m'est venu un peu comme ça de proposer au maître de stage, il y avait un maître de stage, la personne qui t'encadre, de faire une application qui permettait on va dire, de référencer toutes ces machines. Et le code m'est venu comme ça. Alors au début, j'aimais pas coder. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à aimer à coder. Puis j'ai carrément switché. J'ai arrêté le réseau et je suis parti donc sur de la programmation pure, c'est-à-dire du code. Et puis après, petit à petit, j'en ai fait mon métier, je suis devenu freelance, etc. Donc, tu as quand même eu une passation en entreprise ou pas, en CDI, CDD? Oui, alors j'ai commencé, alors je suis sorti d'école en 2007 ou 2008, je sais plus. Et puis je suis rentré en CDI de manière classique, à la Défense, métro, boulot, dodo, enfin le truc très, très classique. Ouais. Ok, et maintenant, là, la question va commencer à être intéressante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de freelance CDI à de programmeur CDI à programmeur freelance? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était pas très connu, c'était pas répandu comme ça. Maintenant, on va dire que tous les développeurs, beaucoup de développeurs ont envie de devenir freelance. Mais à l'époque, c'était pas aussi répandu, c'était même un peu, alors tu vois, monter une société, il n'y avait pas les statuts d'auto-entrepreneur, ça venait de commenter. Alors, monter une boîte, il y avait la comptabilité, c'était assez obscur et assez galère. Et un jour, j'ai rencontré une nana qui était freelance justement dans une mission et elle commence à me raconter, elle me parle de freelance. Alors, je comprenais pas, tu vois, j'étais un jeune débutant, machin. Je dis alors comment ça se passe et tout. Bah voilà, tu montes ta société et puis tu bosses, tu es libre, tu bosses et puis tu es facturé 500 € la journée. 500 € la journée, comment ça, c'est quoi ce délire? Moi je suis en CDI à 2000 €, je comprends pas et tout. Et puis bon, bien sûr c'est du brut, il y a les impôts et tout derrière. Bon, c'est quand même des bons. Oui voilà, c'est des bons quand tu es débutant, etc. Mais voilà, moi sur le coup je me dis quand même, et puis le fait, c'est pas forcément que l'argent, c'est le fait aussi d'être libre. Tu vois, la nana elle pouvait changer de mission quand elle voulait. Par exemple, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle bossait, elle faisait une mission de 2 mois, elle partait, elle disait bah moi j'ai 4 mois, après je pars ailleurs, machin, et puis je reviens sur un autre projet. Et puis ce côté un peu libre, moi ça m'a complètement plu. Et du coup je me suis renseigné. Alors au début je me suis dit non, bah, ça va pas être pour moi, c'est forcément pour d'autres développeurs qui ont un autre niveau, etc. Et finalement, je me suis renseigné sur le sujet. Puis après, j'ai fait le switch et je suis passé freelance. Et finalement, une fois que tu as basculé, bah, c'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est plus mental, en fait, les barrières. Ouais, voilà. C'est plus mental de passer de salarié à freelance. Voilà. Parce qu'au final, le métier reste plus ou moins le même. C'est exactement le même. Okay. Alors, ce qui est marrant, excuse-moi, je t'ai coupé. Ce qui est marrant, c'est que tu as beaucoup de personnes qui sont en CDI ou qui sont des développeurs classiques, normal, comme tout le monde, qui voient le freelance comme un super développeur, c'est-à-dire un développeur meilleur que les autres en termes de compétences techniques. Alors qu'en fait, finalement, quand tu te retrouves sur des projets freelance, des projets de programmation, tu te retrouves dans des équipes où tu as des personnes en CDI, des freelances, et tu fais le même boulot en fait, exactement le même boulot. C'est tout à fait pareil, il n'y a pas de super compétences. Ouais, et tu penses que c'est aussi un problème du coup ou une vision qu'ont les débutants qui démarrent la programmation de se dire c'est pas pour moi, je pourrais jamais devenir aussi bon que ça? Exactement, comme quand j'ai commencé, je me suis dit non, c'est pas pour moi, je pourrais pas avoir ce niveau pour pouvoir être freelance. Alors qu'aujourd'hui tu l'es. Voilà, aujourd'hui je suis. Alors j'aimerais, moi il y a un sujet en fait que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup parler justement, qui est le freelance en fait. Enfin,
c'est pas le sujet dont j'aime parler, mais c'est surtout essayer de rétablir la vérité finalement par rapport à l'entrepreneuriat et à la liberté. J'ai eu longtemps ce discours en fait, et je l'ai toujours aujourd'hui, je le garde toujours, de dire que t'es pas obligé de monter un business pour être libre. Et moi, j'aimerais que tu nous partages un peu cette vision justement du freelance libre. C'est-à-dire que tu fais un métier qui n'est pas un business, tu n'as pas une entreprise, tu travailles pour des clients. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu trouves que tu n'es pas libre ? Moi, je me sens complètement libre. Parce qu'à partir du moment où tu peux choisir ton client, choisir tes horaires, choisir le lieu où tu peux vivre. Par exemple, ici, on est à Bali, tu vois, je ne suis pas obligé d'être en France. Tu peux travailler pour des clients français, tu peux travailler pour des clients, si tu parles anglais ou si tu es un peu débrouillard, tu peux travailler pour des clients dans le monde entier en fait. Et voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Tu n'es pas forcément obligé de rentrer dans un modèle, on va dire, semaine de 4 heures, d'avoir une muse, un truc qui tourne en automatique, tout ça. C'est très bien si tu arrives. Et la programmation, ce qui est bien avec la programmation, c'est que ça te permet, tu peux très bien être en CDI de manière classique, tu peux être en freelance en France, en freelance à l'étranger, en freelance à l'autre bout du monde, mais tu peux aussi monter des business, des muses, des startups, etc. Donc ça t'ouvre tout un panel de possibilités. Et je suis désolé de le dire, mais la freelance, ça reste le modèle le plus rentable à l'heure actuelle si tu es développeur. Le plus sûr, le plus stable. Parce que monter une startup, moi j'en ai monté une, c'est génial. Tu vas kiffer. Dans quoi ? C'était une startup qui faisait une mise en relation entre des particuliers et des touristes. Je sais pas, c'est des activités en fait. C'est un peu la Uber, le Uber des activités entre particuliers. Genre on vient et on a envie de découvrir une activité. Voilà, par exemple, toi, si tu habites sur Annecy, je crois, si tu as envie de faire découvrir ta région à des personnes qui passent à Annecy, tu te mets en relation. Toi, tu peux organiser un trip, d'aller dans la forêt, découvrir des choses comme ça. Enfin bref, c'est une start. Ça n'a pas marché, mais ça a été une belle expérience. Et pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les startups, tu as quoi ? Tu as peut-être 1% des startups qui percent et c'est normal. Ça coûte énormément d'argent. Et il faut avoir des personnes qui développent, etc. Et c'est pour ça que moi je recommande d'être freelance parce que le freelancing, c'est la manière la plus, on va dire, simple, sûre d'avoir des revenus et d'être libre et de pouvoir gagner de l'argent. Ok. Que tu sois freelance ou que tu sois créateur de contenu ou que tu veuilles monter un business, il y a toujours une chose que tu dois faire, c'est développer des compétences. Tout à fait. Et j'imagine que toi, étant donné que tu fais ça depuis 10 ans, ça fait une dizaine d'années. Tu as dû développer forcément énormément de compétences parce que tu as travaillé là-dessus. J'ai une question pour toi, je pense. Est-ce que selon toi, que ce soit du code, que ce soit de la programmation, peu importe le domaine, pour développer autant de compétences et être là-dedans depuis déjà 10 ans, moi je pourrais dire ça dans 8 ans, pourquoi pas, est-ce que selon toi, il faut être passionné ? Alors moi je pense qu'il faut être passionné, ça c'est la base. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, la passion elle peut aussi arriver avec le temps. Moi ce qui est arrivé au début, c'est qu'au début, c'était un a priori sur la programmation parce que tu vois la programmation comme dans les reportages ou dans les trucs, tu vois les trucs, les lignes, tu dis mais c'est pas pour moi, tu vois. Alors moi j'avais le cerveau bloqué là-dessus et j'étais un peu par hasard, je suis tombé par hasard là-dessus et la passion est venue. Et bien sûr qu'avec la passion, j'ai pu tenir 10 ans. Si j'avais pas la passion, j'aurais peut-être fait 1 an et puis je serais passé à autre chose. Mais je suis d'accord qu'il faut être passionné pour pouvoir rester sur la durée. Et justement, cette fameuse phase de transition, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Pour rebondir, moi j'ai eu le même problème, on va dire, au début avec la vidéo et la création de contenu. Tu peux, pour moi, pas te lancer comme ça dans un domaine et être sûr à 100% d'être passionné si tu l'as jamais fait. Ouais, tout à fait. Et comment tu as géré cette passation entre je fais du code, j'aime pas trop ça, c'est un peu difficile, comme quelqu'un qui se lance en vidéo, j'aime pas trop ça, c'est un peu difficile, peur du regard des autres et tout, on y viendra après vu que tu as une chaîne YouTube. Et comment tu gères cette passation-là entre je me lance, j'aime pas trop ça, mais je le fais quand même parce qu'on verra par la suite. Moi j'ai été un peu forcé, on va dire, tu vois, quand tu es en DUT, tu arrives à la fin de l'année, il y a on appelle ça un rapport de stage, tout ça. Donc forcément tu as envie d'avoir ton diplôme, donc tu essaies de faire au mieux. Et du coup tu te retrouves à te dire faut que je trouve des solutions pour avoir une bonne note au rapport. Et du coup ça m'a forcé. Donc tu as été forcé par autre chose, par quelque chose d'extérieur. Peut-être que, et c'est une bonne chose parce que peut-être que j'aurais jamais appris la programmation si j'avais pas eu ce stage. Peut-être que tu serais pas là aujourd'hui. Voilà, exactement. Comme quoi il faut toujours prendre. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Les mauvaises expériences. Cool. Tout à fait. Donc 10 ans que tu programmes, aujourd'hui tu gagnes essentiellement ta vie, donc tu vends des formations aussi sur la programmation, mais tu gagnes essentiellement ta vie avec le freelancing, c'est ça ? Exactement. Ok. Donc il y a une question, je pense que tout le monde se pose, c'est pourquoi la chaîne YouTube ? Parce que, donc je finis juste, bien souvent on a ce truc, comme moi j'ai eu au début, de se dire ok j'ai envie d'entreprendre, de lancer un business, je vais lancer une chaîne YouTube. Alors que toi c'est l'inverse, ça veut dire que tu gagnais déjà ta vie, donc tu n'avais plus cet objectif forcément de te dire je vais monter une chaîne YouTube pour gagner ma vie. Mais tu crées quand même du contenu, tu fais beaucoup de vidéos, tu as 5000 abonnés aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que tu décides de lancer sur YouTube et aussi le podcast ?
Alors, faut dire que l'idée, elle est venue de mon petit frère. Je le dis souvent. Alors, ils en ont marre que je parle de mon petit frère sur ma chaîne YouTube. Alors, ça va, tes abonnés, ils me connaissent pas, donc ça va. C'est venu de mon petit frère, lui, qui a pas eu le bac, qui est parti bosser. Voilà, il savait pas trop quoi faire dans la vie, il voulait faire ambulancier, machin, tout ça. Et au bout d'un moment, je dis, pourquoi tu n'essayes pas la programmation? Comme tout le monde, blocage, non, c'est pas pour moi, j'ai pas le bac, trop dur, machin, etc. Et finalement, je l'ai un peu convaincu. Et finalement, maintenant, il bosse. Il est freelance, il bosse très bien, il gagne très bien sa vie. Il n'a pas le bac, il a bac -5. Donc, c'est ce que je dis souvent, tu as bac -5, tu peux pas la programmation. Il a arrêté très tôt, ça l'a saoulé, il a voulu bosser. Bon, c'est chacun ses choix, tu vois. Et du coup, c'est de là qu'est venu le déclic. Je me suis dit, mais attends, mais il manque. Alors, il faut savoir, c'est qu'il manque en France entre 40 000 et 100 000 développeurs. À savoir que c'est quelque chose qui va s'accentuer les prochaines années, étant donné le développement d'Internet, des réseaux sociaux, des applications. Voilà. Donc, il manque entre 40 000 et 100 000 développeurs. Il manque énormément de monde. Moi, j'ai été dans des missions, j'ai recruté des personnes, ça m'est arrivé, et on galère à recruter des profils. C'est-à-dire, on voit des gens, c'est pas les bons profils, ou parfois ils viennent pas, ils se décommandent, etc. On galère à retrouver du monde. Et moi, je vois mon frère qui est là, qui a pas de boulot, qui galère et tout. Je dis, mais attends, il faut un moment, il faut matcher. Donc je le forme. Il apprend JavaScript, React.js, enfin des technos qui sont très demandés qu'il y a un marché. Peut-être si tu apprends des technos qui servent à rien. Ouais, si tu apprends le code d'il y a 10 ans. Voilà, il faut apprendre un code qui est très demandé. Et du coup, cette expérience m'a donné envie de monter ma chaîne YouTube et je me suis dit, je veux transmettre ça à d'autres personnes. Ok, cool. Donc tu as vraiment ce truc au fond de toi de dire, je vais faire du contenu, je vais faire des vidéos, non pas pour l'argent. Alors évidemment, aujourd'hui, tu vends des formations et tout, donc oui, il y a cette partie de business, mais avant tout, je pense que c'est ça qui devrait représenter la plupart des créateurs, mine de rien, c'est avant tout de faire ça pour aider les gens. Exactement. Alors le truc c'est que souvent quand tu dis ça, tu sais, ça fait un peu naïf. Tu vois les gens tu aides. Tu aides les gens, c'est pas pour l'argent. Oui, mon cul c'est pour l'argent, mais pourtant le truc c'est que c'est ça, tu vois. J'ai eu cette idée par rapport à mon frère. C'est vraiment un truc que j'ai en moi. J'ai même aidé des potes qui sont pas devenus développeurs, mais j'avais envie de leur montrer que tout le monde pouvait prendre un côté. Enfin c'est pas. Que tout le monde pouvait bidouiller au moins. On peut au moins bidouiller. C'est pas. Faut arrêter de croire que c'est un truc de fou. Alors bien sûr qu'il y a des niveaux et après avec le temps t'acquiers de plus en plus d'expérience, mais c'est accessible à tous. Ce que je dis souvent, c'est, admettons, tu veux être boucher par exemple. Peut-être que boucher c'est plus dur. Pourquoi? Parce que c'est un métier réglementé. Tu es obligé de trouver une formation qui accepte que tu rentres dans le truc. Il faut que tu valides un diplôme. Tu peux pas être boucher si tu n'as pas ce diplôme. C'est très encore, comment on dit ça, c'est réglementé, géré par d'autres personnes. Voilà, alors développeur, il n'y a pas. Tu arrives, tu as des compétences. Nous, on a recruté des gens, j'ai déjà recruté des gens qui n'ont aucun diplôme. Ils arrivent, les mecs, ils savent coder, ils sont chauds. Allez hop, c'est parti. Pour moi, c'est le pouvoir du nouveau monde, on va dire, de gagner sa vie sur Internet, que ce soit un business ou que ce soit le freelance, c'est que tu gagnes ta vie pas par rapport à ton au background que tu as. On ne regarde pas ton passé, on ne regarde pas tes diplômes, on regarde ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Tes compétences, qu'est-ce que tu es capable de me rendre à la fin comme travail. Et moi, je pense que c'est un système qui manque déjà au système scolaire. Exactement. Parce que je suis passé par là. Et quand on va dire que tu postules à des écoles ou quoi que ce soit, c'est pas tes compétences qu'on regarde, c'est pas ce que tu sais faire avec tes mains, ta tête aujourd'hui, c'est ton diplôme et ton passé. Exactement. Et je pense que ce nouvel ère-là, il devient très intéressant justement pour ça en fait. Et le problème, c'est que tu as les institutions, on va dire, françaises. Enfin, je ne vais pas encore taper sur tout ce qu'il y a en France, mais je prends par exemple mon frère qui était à Pôle emploi, il a vu une formation de programmation, il s'est dit tiens, cool, ça m'intéresse, ça correspond à ce que je cherche, ok, allons-y, donc je vais m'inscrire et tout. Recalé, monsieur, vous n'avez pas le bac, le minimum pour rentrer, il faut le bac, alors qu'il est motivé. Bon, bah voilà, c'est ce genre de truc, je trouve ça un peu dommage, sachant qu'il manque quand même beaucoup de développeurs en France. Ouais, en plus. Voilà. Donc voilà pour la petite anecdote là-dessus. Donc tu t'es lancé sur YouTube, il y a une question moi qui me trotte quand même, parce que alors la programmation c'est la programmation c'est très informatique, etc. Je sais pas comment t'étais par le passé. Est-ce que t'étais plutôt une personne un peu, on va dire, introvertie entre guillemets, un peu timide ou pas? Alors moi j'étais introverti de ouf, je pense que je le suis toujours, tu vois, j'ai toujours ce petit, un peu de mal à briser la glace. Il y a quand même une chose à noter, moi j'avais déjà parlé de ça, c'est qu'on a une mauvaise définition de l'introversion, enfin de l'introverti et de l'extraverti. Pour rappeler vite fait, l'introverti c'est une personne qui va se ressourcer tout seul, et l'extraverti c'est une personne qui va se ressourcer avec d'autres personnes. Et parfois, moi par exemple je me caractérise comme introverti, pourtant tu me croises dans la rue, je suis très sociable. C'est juste que j'aime me ressourcer tout seul. D'accord. C'est pour juste...
Ok, pas de souci. Et donc du coup, c'était quoi ta question? Est-ce que t'as été plus une personne introvertie, timide, ou genre t'es très extraverti, tu peux aller voir les autres facilement? Non, moi je suis plutôt carrément introverti. D'ailleurs, j'ai mis un temps fou avant de lancer ma première vidéo YouTube. C'est là où ma première vidéo, je crois que j'ai attendu, je sais pas combien de temps j'ai attendu, et quand je l'ai faite, je l'ai publiée, j'en ai parlé à personne. La plupart des gens te disent j'ai montré à mes amis, à ma famille. J'ai parlé à personne. Je lui dis non, je sais pas, c'est trop pour moi, tu vois. Ouais. Et bon, avec au fur et à mesure du temps, on va dire. Après, je m'en fous. Maintenant, je m'en fous. Tout le monde peut la regarder. Il y a plus de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu es introverti comme moi, la prise de parole en public, c'est pas le meilleur. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de meilleur en moi. Et surtout quand tu es développeur, tu vois, t'es un développeur. Souvent, les développeurs, le truc, c'est qu'ils sont toujours derrière leur PC. Bon, après, c'est pas tous des introvertis. Oui, mais c'est pour ça. Le profil, souvent, ça tend vers ça. Après, je connais des extravertis, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et justement, cette fameuse, encore une fois, transition, mais comment tu fais pour justement faire le premier pas, publier ta première vidéo? Est-ce que c'est pas difficile? Tout ce passage-là que tu as eu, parce que je pense que toutes les personnes, moi je suis passé par là, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo vont passer par là. Que tu veuilles lancer une chaîne YouTube, un podcast, que tu veuilles, même ne serait-ce que publier du contenu sur Instagram, mais lancer un projet, tu as toujours cette peur, cette pression sociale. Alors moi, je pars d'un principe, c'est que tu peux avoir autant d'idées que tu veux, autant de plans de business que tu veux, mais le seul truc derrière qui compte, c'est l'action. Ouais. C'est le fait de passer à l'action. Donc moi, j'avais cette idée, j'avais envie de monter une chaîne YouTube pour transmettre mes compétences. Qu'est-ce que je pouvais faire? Alors pendant un moment, je me suis mis à réfléchir, machin, tout ça, mais ça, c'est du vent. Ouais. Tout ça, c'est du vent. Le seul truc qui fait que tu avances dans ton projet, c'est le passage à l'action. Et quand tu as une chaîne YouTube, c'est quoi passer à l'action? C'est de faire une vidéo YouTube. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait une première vidéo YouTube, vous pouvez aller la voir, elle est nulle, comme c'est pas possible. Mais bon, voilà, c'est tant pis, elle est toujours là. Comme tout le monde. Et je pense justement que c'est même bénéfique. Moi, je trouve personnellement, je sais pas toi, mais c'est bénéfique de laisser ses premiers contenus, déjà pour son audience, mais pour soi-même. Oui, pour voir l'évolution, effectivement. J'ai ce sentiment, quand je regarde des anciens contenus, tu vois, des vidéos que j'ai tournées il y a 2 ans, de me dire, ah ouais, quand même, j'ai bien progressé en 2 ans, quoi. C'est ça qui est... Et souvent, tu perds, en fait, parce que vu que tu te vois progresser, pareil avec le code, pareil avec tous les domaines, vu que tu te vois progresser au quotidien, t'oublies d'où tu viens, entre guillemets, et t'oublies qu'il y a 2 ans, ta première vidéo était nulle. Tu sais, je vois un parallèle avec le code. Voilà. Tous les codeurs qui reviennent, quand tu reviens, parce que le code, il est sourcé sur des gestionnaires de sources, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais quand tu relis du code ancien que tu as fait et que parfois même tu n'arrives pas à te relire parce que tu dis comment j'ai pu coder ça, mais c'est bien parce que tu vois ton évolution, tu vois les erreurs que tu ne fais plus, etc. Donc oui, je suis complètement d'accord, il faut laisser son contenu même s'il est ancien et pas terrible. Ok. On va parler maintenant d'une question, je pense, un peu plus intéressante ou qui va intéresser pas mal de monde plutôt. C'est freelance, ok, mais combien? Parce que c'est une question qui revient. Alors combien? J'entends évidemment le revenu entre guillemets, parce que c'est une question que beaucoup de personnes vont se poser, que moi on me pose aussi beaucoup aujourd'hui. J'ai cette impression que les gens ont besoin de savoir, tu sais tout le temps combien tu gagnes, etc. Le freelance, on dit un peu tout et rien, tu vois. Il y a des mecs qui disent que c'est 100 € par jour, d'autres, alors notamment dans le code, d'autres 500 €, d'autres. J'ai vu que tu avais fait une chaîne 1000 € par mois. Est-ce que tu peux, 10 000 €. 10 000, ah oui, pardon, 10 000 €. N'oublie pas un zéro. 10 000 € par mois. C'est une vidéo d'ailleurs où j'ai eu pas mal de commentaires. Dès que tu parles d'argent en règle générale sur YouTube, ça pose problème. Justement, un freelance, on va dire, allez, on va mettre 3 niveaux. Un freelance qui débute, un freelance intermédiaire et un freelance avec 5-10 ans d'expérience. Alors, un freelance qui débute dans le code, avec un langage, on va dire, qui est demandé, je ne parle pas d'un langage qui n'existe plus, qui ne sert plus à rien, mais un freelance qui est avec, on va dire, JavaScript, HTML, on va dire, développeur front-end, débutant, c'est-à-dire tu viens de commencer, c'est pas moins de 300 € par jour. C'est au moins 300 € par jour. Donc on est sur quand même 300 € par jour. Alors, oui, ça peut paraître énorme. Alors, dès que tu enlèves les charges, etc., ça revient, c'est bien, mais c'est pas non plus extravagant. Dès que tu passes à 1 année à 2 années, ça monte hyper vite dans la freelance informatique. Tu passes tout de suite à 400, 450, 500. Après, tu as un plafond, je veux dire 500, 600, c'est le plafond. Tu as des mecs qui montent à 1000, 2000. Tu as des mecs, des consultants qui vont très haut. Mais on va dire la fourchette, c'est entre 3 et 600. Dès 2 ans d'expérience, tu as à peu près 500 €. Chiffre d'affaires, je préfère le dire parce que les gens... Parce que si tu es en France, faut encore... Alors si tu es à l'étranger et que tu as une boîte à l'étranger, bon... Tu peux t'arranger, mais si tu es en France, tu as les charges. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent. Pareil, quand on vend des formations, faut pas oublier que tu es déjà poncé sur la plateforme. On t'enlève entre 0 à 5%. Ensuite, il faut payer des charges, il faut payer le matériel. Je veux dire,
C'est du chiffre d'affaires. Voilà, c'est du chiffre d'affaires. Après, ce qu'on se met dans la poche, c'est encore différent, tu vois. Donc il y a tout à ça. Et maintenant, du coup, on a envie de devenir freelance. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait si par exemple, parce que c'est un monde, alors freelance, plus codeur, hein, parce que je sais pas pourquoi je dis freelance, mais codeur. C'est un monde qui intéresse beaucoup de personnes. Moi j'en vois de plus en plus, des personnes qui ont envie de coder, qui ont envie de programmer, notamment des applications, des sites internet, des trucs comme ça. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est un domaine qui est encore mal jugé quand tu démarres, parce que ça paraît trop compliqué, les gens se démotivent un peu, ils ont peur. Tu conseillerais quoi à une personne qui a envie de se lancer dans le code, que ce soit en termes d'apprentissage ou de formation? Est-ce qu'elle suit des formations? Est-ce qu'elle lit des bouquins? Quels bouquins si tu en as? Et surtout en termes, pour moi le plus important toujours, en termes de pratique. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, première chose, moi les bouquins, je ne recommande pas du tout. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui lisent des bouquins d'informatique, si ça fonctionne sur elles, il n'y a pas de souci. Moi, je ne recommande pas trop cette approche. Par contre, maintenant, il y a énormément de plateformes. Gratuitement, je ne suis pas là pour vendre des formations ou quoi. Gratuitement, tu vas sur Open Classroom, c'est gratuit. Tu vas sur. Je mettrai tous les liens. Voilà, il y a plein de sites où tu peux apprendre gratuitement. Tu vas sur YouTube, même tu vas sur ma chaîne, tu as des vidéos gratuites où on apprend des choses concrètes de programmation. Ce que je recommande si tu es débutant, c'est de commencer avec un langage qui ne te décourage pas. C'est-à-dire si tu mets la barre trop haut tout de suite, ça va être galère et tu risques d'abandonner. Donc un langage qui te permet de rentrer dans la programmation rapidement, tu fais du HTML, CSS, JavaScript. Super, la base du web, tu vois, la base du web, c'est facile, je veux dire du HTML, ma grand-mère elle pourrait faire du HTML. Même moi qui touche à rien, j'ai déjà codé un petit peu en HTML. Voilà, donc tu peux, alors après parfois c'est chiant, je suis d'accord que parfois tu veux déplacer le petit pixel qui va pas, c'est toujours compliqué, mais c'est un langage où tu as une courbe de progression en fait qui est juste énorme avec ce langage. Tu peux quand même bien démarrer avec. Tu peux progresser hyper vite et du coup, une fois que tu as compris que tu as brisé cette barrière psychologique et que tu te rends compte que finalement, le code c'est quoi? C'est écrire des lignes de code dans un fichier, tu arrives à faire à peu près ce que tu veux, tu acquiers cette confiance, HTML, CSS, JS, la base, tu rempiles sur des langages un peu plus poussés, React.js, AngularJS, enfin PHP, il y a plein d'autres langages. Tu peux, et là, avec un CV comme ça, tu peux trouver un CDI, tu peux trouver de la freelance, il n'y a pas de souci. Et en termes de pratique quotidienne, est-ce que, par exemple, c'est toujours les premiers clients qui sont compliqués, et c'est vrai que quand on démarre en freelance ou quand on démarre dans des activités comme ça, trouver les premiers clients c'est compliqué. Comment on fait du coup en tant que codeur pour se former sans avoir de clients? C'est ça qui est un peu compliqué. Alors je sais pas, ça dépend de si tu as un boulot à côté ou si tu es en mode reconversion ou si tu sors d'études. Mais pour trouver, moi ce que je recommande, c'est que, ce que je dis, c'est que ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller postuler. Moi je vois des personnes qui disent ouais j'ai appris un peu d'HTML, je vais aller faire de la freelance comme toi pour vivre à Bali. Non, c'est pas possible. Tu peux pas faire de la freelance si t'as pas une forte expérience, une expérience que tu peux. Vraiment tu te dis voilà j'ai fait ça. Voilà, il faut avoir une expérience. Pas une expérience, des compétences techniques, c'est-à-dire connaître HTML, JS, JavaScript, ça c'est une chose de base, et de l'expérience, des vrais projets, c'est-à-dire des projets concrets. Est-ce que tu as fait des sites web, est-ce que tu as bossé pour des clients? Est-ce que pour toi ça peut être personnel? C'est-à-dire oui, tout à fait. Parce que c'est ça en fait, c'est que ils ont peut-être envie de tester des choses. Parfois c'est même gratuit. Tu peux dire à quelqu'un si tu veux, je te fais ton site web. Si tu veux, je sais pas, je fais mon propre site personnel qui représente mon CV pour montrer un peu mes compétences. Ça, y a pas de souci. C'est de l'expérience, ça. C'est pas juste des compétences. Comme ça, en fait, t'as vraiment quelque chose de tangible que tu vas pouvoir montrer aux gens et dire tes premiers clients, tu vas pouvoir leur dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Exactement. C'est un peu comme toi. Tu t'es lancé sur les vidéos. Tu peux pas arriver en disant en freelance, je vais faire des vidéos. Ok, montre-moi ce que tu as fait. J'ai rien fait. Voilà, ça marche pas. Il faut que tu arrives avec un book, avec je sais pas, quelques vidéos à montrer pour comme pour la photo, qu'on puisse juger ton travail pour dire ok, ce mec il est sérieux, il a déjà fait ça, il a telle compétence, allons-y, voilà, signons. Ok, donc voilà, comme pour tout domaine, pour toute thématique, peu importe ce que tu fais, c'est travail, développer les compétences, avoir des résultats et montrer plutôt ces résultats aux autres. Exactement. Je vais terminer du coup avec non pas la question classique, du coup les bouquins, t'as dit qu'il n'y en avait pas trop. Bon, si, on va quand même la poser. Si, il y a quand même pas mal de bouquins, il y a des grands classiques. Mais... Ouais, on va quand même la poser, mais j'ai une autre question moi que j'adore en fait poser, c'est si tu voyais le Mike, du coup, toi je vais te prendre un peu de la marge quand même, parce que tu as 10 ans d'expérience. Si tu voyais le Mike il y a 10 ans, pas de l'année dernière, pas il y a 5 ans, mais il y a 10 ans, un conseil que tu lui donnerais? Alors le conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas attendre, moi j'ai attendu quasiment
3 ou 4 ans pour passer en freelance. D'accord. J'irai direct. Voilà, c'est le seul conseil que je te dirais. J'irai direct, j'attendrai pas. Après, j'ai pas perdu mon temps, j'ai vu comment c'était, CDI, tout ça, machin, mais j'irai direct à la freelance. Je sauterai cette étape. C'est à peu près pareil, tu apprends aussi vite, sauf que tu gagnes beaucoup plus et tu es beaucoup plus libre et tu as cette liberté beaucoup plus voyager. Rapidement. Okay. Voilà. Et du coup, la fameuse question des livres, si tu as, 2 bouquins à recommander, que ce soit entrepreneuriat, peu importe le domaine, même des romans si tu as envie, si tu en lis, je sais pas, mais 2 bouquins à recommander un petit peu. Je suis obligé de dire la semaine de 4 heures. Voilà, je suis désolé. Lisez la semaine de 4 heures. Et la semaine de 4 heures appliquée aux codeurs, ça peut être intéressant puisque tu as une petite notion d'éliminer tout ce qui sert à rien, tu vois, le fameux 80-20, loi de Pareto, tout ça. Et tu as cette notion, tu vois, de supprimer les clients relous, de te concentrer sur les clients qui te rapportent de la valeur, etc. C'est vrai que pour le freelance, ça peut être très intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, je recommanderais la semaine de 4 heures, même si on ne parle pas de programmation dans la semaine de 4 heures, mais on parle d'optimisation. Ouais, c'est vraiment pour la semaine de 4 heures, je trouve que, encore comme tu as dit, c'est un bouquin qui a été énormément diffusé, que tout le monde connaît, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais je trouve que tout le monde devrait le lire, au moins, comme tu as dit, pour l'idée générale. L'idée générale, C'est-à-dire l'idée de se dire, ok, il faut vraiment que je sois efficient dans mon travail. Exactement. Pas pour, je pense que, comme on a discuté tout à l'heure, le but c'est pas de travailler 2 heures par semaine et de se mettre les pieds en éventail. C'est vrai que quand tu dis la semaine de 4 heures, tu vois, les gens ils se disent, c'est quoi ce livre, c'est 4 heures, c'est des conneries, machin, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas possible, et quand tu as une vision extérieure, tu te dis, waouh, ce serait génial, sauf qu'en fait, quand tu t'essayes de le faire, tu te rends compte que travailler 4 heures par semaine, ça a l'air bien, ça a juste l'air bien en fait. Parce que le reste du temps, tu sais pas trop quoi faire. Et le deuxième bouquin du coup ? Et le deuxième bouquin, c'est un bouquin que je suis en train de lire actuellement, que j'ai pas fini, qui est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, qui pour le moment est pas mal. Et j'en rajouterai un troisième, L'effet cumulé. Alors l'effet cumulé sur la programmation, c'est et je pense sur plein d'autres domaines. Sur tout en règle générale. L'effet cumulé, j'ai pas toutes les refaire. C'est ce truc de tous les jours. Même un petit peu. Et pour la programmation, c'est ce que je dis à tout le monde, coder tous les jours. Même un petit peu. Tu te codes 1 heure, même pas 10 minutes, tu l'ouvres ton truc, tu mets des habitudes en place, tu codes tous les jours. Il n'y a rien de mieux pour progresser rapidement. Puis je pense qu'on va terminer là-dessus parce que c'est, je pense, le conseil le plus important qu'on puisse donner, c'est un petit pas tous les jours, une petite action tous les jours pour développer ses compétences et pouvoir être freelance ou pouvoir monter son business. Écoute Mike, c'était nickel, c'était super. Je te remercie de m'avoir invité. Je mettrai tous les liens où on te retrouve où principalement sur YouTube. Sur YouTube essentiellement, j'ai mon podcast sur YouTube. Après, j'ai tout sur YouTube. Ok, je vous mettrai le lien juste en dessous de la chaîne YouTube de Mike. Je te remercie, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.